Echo of Europe. L'édito du jour. Editorial of the day. Et l'éditorial. L'édito du jour. Europe is Coming épisode 11. L'euro c'est mieux que le bitcoin. Bonjour Erwan. Bonjour Simon et bonne rentrée à toute l'équipe. Non mais allô quoi, la ruée au Bitcoin est virale. Pour certains, le Bitcoin serait la plus grande innovation monétaire depuis 20 ans. Tout le monde en parle, même Nabila Benassia, l'égérie de la télé-réalité. C'était il y a quelques jours sur Snapchat avec une couronne de cœur sur la tête. Je me permets de la citer. Les chéris, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, c'est une sorte de monnaie virtuelle. Et en fait, je connais une fille qui travaille avec l'un des traders, ils sont à fond dans le Bitcoin. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et donc en fait, je trouve que c'est assez bien. C'est grave en train de se développer. Petit passage de pub pour un site immatriculé en Andorre, puis elle prolonge son analyse de fond. Cela commence à peine à se développer. C'est le moment de s'y intéresser un peu. Même si vous n'y connaissez rien, cela permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Ce sont des petites monnaies. Genre moi, j'ai investi 1000 €, j'ai gagné 800 €, mais vous pouvez miser moins. Repassage de pub, cette fois pour la page Facebook du même site. Puis Nabila précise, je ne vais pas souvent sur Facebook, mais bon, il y a quand même des choses intéressantes parce que je surveille aussi ma mère sur Facebook. Pour information, Simon, 1 200 000 personnes la suivent quand même sur le réseau social. Bon, mais Nabila conclut son petit brief informatif par un hommage au trader qui s'appelle Romain. Avant de conclure, c'est vraiment sûr, c'est vraiment cool. Si cela vous intéresse, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a rien à perdre. Alors convaincu à Radio Nantes, vous savez désormais ce que vous pouvez faire du budget 2018. Merci qui ? Mais alors concrètement Erwan, le phénomène il paraît quand même un petit peu mystérieux, improbable. Comment ça marche le bitcoin ? Alors c'est complexe. Le Bitcoin, de l'anglais bit, unité d'information binaire pour mettre l'accent sur sa simplicité, et coin, pièce de monnaie, apparaît en 2009. Quelques mois après la crise financière de 2008, il s'agissait pour quelques geeks, peut-être anarchistes, de trouver un terrain monétaire refuge au système monétaire traditionnel, piloté par les banques centrales étatiques et géré par les banques commerciales. L'idée était de faire sans les commissions et les pourcentages des banques privées. Voilà pour la belle histoire. Une aventure partie de 9 pages écrites, explicatives des grands principes de la première crypto-monnaie. Le Bitcoin vit sur un consensus décentralisé basé sur un algorithme et une force de calcul que forment les mineurs, potentiellement vous et moi. La monnaie s'échange de particulier à particulier grâce à une blockchain. 21 millions de Bitcoins seraient émis sur le marché jusqu'en 2140, à un rythme décroissant, ce qui lui permet théoriquement de prendre de la valeur. Bon, je sens que j'en ai perdu quelques-uns là, donc je vous invite à aller sur YouTube pour y voir un peu plus clair. Le cours de la première monnaie virtuelle n'a cessé de fluctuer. 1 000 $ en janvier 2017, 20 000 le 18 décembre et finalement 13 000 $ le 22 décembre dernier en 2017. La monnaie est déjà à son 5e crack. De grandes places financières s'intéressent de plus en plus au Bitcoin pour sa valeur spéculative. Alors, créé par un algorithme qui échappe au fond au contrôle des États et des banques, pourquoi alors est-ce qu'on continue au fond Erwan aujourd'hui de préférer l'euro ? Mais d'abord, l'euro, c'est quand même beaucoup moins risqué. Alors que le Bitcoin devait être un moyen de paiement, l'aspect financier et spéculateur est en train de l'avaler. Sa chute serait loin d'être terminée. Selon un trader cité hier par le magazine Capital, le Bitcoin pourrait tomber à 9 000 $, soit une baisse supplémentaire de près de 40%. Un scénario qui pourrait se concrétiser assez rapidement d'ici février, selon lui. Le krach de décembre ne serait donc pas le dernier. La monnaie souffre désormais de la concurrence de monnaies toujours plus sophistiquées, à l'image du Ripple, une monnaie, pareil, crypto-monnaie, qui était de 0,0064 $ au 1er janvier 2017 et qui cote aujourd'hui à 3,15 $. C'est by Marc Fiorentino, expert des marchés financiers, plus 50 000 % sur 12 mois. 2000 crypto-monnaies coexisteraient aujourd'hui. Cette dissémination monétaire n'est pas rassurante, comme nous le rappelle l'histoire américaine où longtemps de petites banques centrales exerçaient sur 30 ou 50 km et plongeaient le pays dans d'interminables conflits et arnaques en tout genre. Victime de son succès, le Bitcoin est aussi l'objet d'attaques incessantes. Un piratage de données et la faillite d'une plateforme de Bitcoin en Corée du Sud sont même à l'origine de ces dernières difficultés, ce qui interroge sur la sécurité globale du système. Oui, quand on vous écoute, Erwan, on se dit que le Bitcoin, mais en fait, c'est ni égalitaire, ni transparent, ni très démocratique, c'est un peu même le Far West, non ?
Oui, le Bitcoin, c'est la monnaie confiée au privé. 30% de la masse monétaire sont détenues par 1000 personnes. Les premières se sont servies et enrichies comme les vendeurs de pioches lors de la ruée vers l'or. Par ailleurs, si la démarche était un minimum citoyenne, civique, à défaut de parler de philanthropie, pourquoi se cacher derrière des pseudonymes? Satoshi Nakamoto, tel est le nom, ou plutôt le surnom du fondateur masqué du premier Bitcoin. Il affirme être japonais, cependant on ignore même s'il s'agit d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Et son origine japonaise est remise en cause par la qualité de son anglais et l'absence totale de publication dans cette langue. Quoi qu'il en soit, il posséderait 1 million de Bitcoin. En décembre 2017, la valeur du Bitcoin étant proche de 20 000 $, sa fortune est estimée à 19,4 milliards de dollars, soit la 44e fortune mondiale, nous apprend Wikipédia. Ce que tout ceci traduit néanmoins, c'est que derrière le phénomène Bitcoin, ce sont bien les mathématiciens qui ont pris le pouvoir en ce début du XXIe siècle. D'abord arrivés sur les marchés financiers, ils sont désormais à l'abordage de ce que l'économie a de plus central, sanguin, la monnaie, le cœur du réacteur de nos économies modernes. Faut-il dès lors le réguler? Est-ce qu'une loi européenne sur le Bitcoin, eh bien, on pourrait dire qu'elle serait pertinente? Bruno Le Maire en est persuadé. Le ministre français de l'économie demandera à ses homologues du G20 de réfléchir à un cadre juridique commun. La montée en puissance du Bitcoin présenterait des risques liés au blanchiment d'argent sale. Sur son aventin, la Banque centrale européenne considère, elle, le Bitcoin comme une commodité et non comme une monnaie. Mais sachez que nos experts monétaires européens cogitent eux aussi. Rendre accessible aux citoyens la monnaie centrale virtuelle basée sur l'euro afin d'achever l'inclusion financière n'est plus totalement une idée saugrenue. L'un des scénarios existe, on zapperait les banques commerciales en enlevant un étage à notre monnaie commune. Stanislas Jourdan y croit, il est directeur européen de Positive Money, une ONG basée à Londres et Bruxelles qui insiste pour remettre le système bancaire et financier au service d'une économie juste, démocratique et durable. Alors, rendre l'euro exemplaire, est-ce que c'est plus pertinent, au fond, que réformer le Bitcoin? Oui, d'abord, les Européens restent attachés au cash. Même si les cartes bancaires boostées par le paiement sans contact gagnent inexorablement des parts de marché, au passage, on pourrait commencer par remplacer nos portes et nos fenêtres dessinées sur nos billets, mais c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, l'année 2018 sonnera la fin des billets de 500 €, une décision prise par la Banque centrale européenne afin de lutter contre le crime organisé. D'un point de vue plus politique cette fois, le débat sur l'euro va se poursuivre en 2018. Le Portugais Mario Centeno vient de prendre la tête de l'Eurogroupe. La zone euro est au cœur des négociations en Allemagne entre la CDU et le SPD, favorable à l'idée macronienne d'un budget et d'une démocratisation de la zone euro. Le sujet sera donc également présent lors de la campagne européenne de 2019. La moitié des Européens ne font pas confiance à la Banque centrale européenne. Le journal Le Monde, dans un éditorial, listait récemment la liste des griefs et les défis, au fond, à surmonter. Et Erwan, disons-le, ils sont considérables. Oui, l'édito était sans appel. L'Eurogroupe a ainsi présidé aux destinées de la Grèce pendant la crise sans qu'aucun moment M. Dijsselbloem n'aille expliquer devant la représentation nationale helléenne, alors qu'il contraignait le pays à adopter des coupes budgétaires à répétition ainsi qu'une succession de réformes des retraites sur la fiscalité. En plus, s'est-il soumis et encore souvent de mauvaise grâce à des auditions devant le Parlement européen. La France cherche à combler ce déficit démocratique en proposant la création d'un Parlement européen de la zone euro, mais l'idée n'a à ce jour aucun soutien à Bruxelles, tandis que celle d'un super ministre des Finances qui présiderait l'Eurogroupe à plein temps a du mal à convaincre. Les Allemands ne sont pas totalement contre, mais pas tout de suite. Les Néerlandais, les Luxembourgeois ou les Finlandais ne diraient pas non, mais à condition que ce super ministre n'ait aucune marge de manœuvre. Quant au fonctionnement de l'Eurogroupe, proprement dit, avant de réclamer plus de démocratie à Bruxelles, la France gagnerait à faire davantage vivre la sienne. Si Berlin et l'incontournable Wolfgang Schäuble ont autant pesé au sein de l'Eurogroupe, c'est en partie parce que le ministre des Finances allemand a dû systématiquement défendre devant son Parlement national ses positions à Bruxelles. Idem pour son collègue néerlandais. Associer davantage des députés français au débat européen ne serait pas un luxe pour convaincre que l'Eurogroupe doit être plus démocratique. C'était l'édito d'Erwan Quignot. Merci beaucoup Erwan, on vous retrouve mercredi prochain, mercredi. Avec plaisir.